OK? Donc, région riche en gènes de ménage, en rouge, riche en GC, rétrotransposons ALU, qui sont des rétrotransposons d'ARN ribosomal. En vert, région riche en gènes spécifiques de tissu, peu dense, rétrotransposons de type line. Les lines sont des séquences qui font à peu près 7000 paires de bases, alors que les ALU sont des séquences qui font à peu près 300 paires de bases. Il y en a à peu près plus de millions de répétitions dans le génome. Et puis là, c'est les duplications segmentaires, on va y arriver tout à l'heure. L'ADN satellite, vous avez ça. Alors ça, par exemple, très concrètement, voilà le type de question. Je vais vous poser une question là-dessus. Je ne sais pas laquelle, je sais pas si c'est... Mais en tout cas, c'est clair, puisque ça vous donne en fait une idée de l'architecture du génome. Donc, juste un point sur les duplications segmentaires. Les termes, vous avez des duplicons qui sont des séquences qui, elles, vont iront se transposer, enfin, ce n'est pas le mot transposer, hein, qui vont en tout cas se localiser dans d'autres régions du génome. Ces régions sont probablement acceptrices pour des raisons de conformation de ces duplicons. Et ces duplicons vont eux-mêmes, ensemble, par bloc, se dupliquer pour donner ce qu'on appelle, alors soit sous forme de duplication complète, mais un peu plus loin dans le chromosome, ça peut être des duplications incomplètes. Et ce sont ces duplications qui sont des répétitions totales ou partielles de ces duplicons mis l'un à côté de l'autre, que l'on appelle les duplications segmentaires. Ces duplications segmentaires sont composées de gènes, de familles de gènes. On peut y trouver des pseudogènes, on peut y trouver des séquences répétées, peu importe, mais il faut comprendre, elles peuvent être de taille de 10 jusqu'à 10 kb, 10 000 paires de bases à 400 kb, donc elles peuvent être très grandes. Et je vous ai dit quels sont le siège de recombinaison non allélique homologue. On va y revenir. Recombinaison non allélique entre homologues. On va voir ça tout à l'heure. Bien. Alors, quelles sont les expériences qui ont permis de déduire cette architecture? Je vous écoute. Le caryotype. Pourquoi? Excellent. Deuxièmement, mais tu l'as dit tout à l'heure, pour les séquences satellites. L'ultracentrifugation en césium, qui permet de voir quoi? Non, ça c'est une des séquences, mais permet fondamentalement, qu'est-ce que ça permet de voir, l'ultracentrifugation? La densité. Ça permet de voir des différentes densités dans le tube. En fait, le principe est le suivant, vous avez un tube que vous mettez sur un rotor, le tube, donc, avec le césium, il va tourner, et selon la densité, vous allez avoir les molécules qui vont se placer, donc vous allez avoir une des bandes, qui vont se placer à des distances selon leur densité par rapport à l'axe du rotor, tout simplement. Voilà. Plus elles sont denses et moins elles vont se déplacer. Donc, vous pouvez à ce moment-là les prendre, les analyser et déduire quelle est la densité. Déduire la densité, puis en les analysant, en extrayant l'ADN, en l'hybridant par exemple, savoir où est-ce que ces séquences se trouvent. Donc, ok, ça. Troisièmement, c'est quoi? L'étude de dénaturation-renaturation, qui permet de voir quoi? Exactement, puisqu'en fait, ça étudie la capacité des séquences à se retrouver. Ok? Donc, par exemple, un palindrome, ça va être immédiat. Il va se replier sur lui-même immédiatement. Et c'est ce qui permet vraiment de distinguer un ADN de prokaryote et d'eucaryote. L'ADN de prokaryote, il y aura une seule courbe de réassociation, alors que l'eucaryote aura plusieurs courbes, la courbe centrale et les courbes satellites qui définissent justement l'ADN satellite. Et puis le séquençage aussi. En séquençant, d'ailleurs, les duplications segmentaires ont été identifiées grâce au séquençage. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué la dernière fois que les duplications segmentaires sont responsables de recombinaisons entre chromosomes homologues mais non alléliques. Et que ça induit des anomalies qui sont récurrentes.
Dans la mesure où on a observé ces anomalies récurrentes, on s'est dit, eh bien, si elles sont récurrentes, les tailles sont identiques, c'est qu'il y a quelque chose au niveau des points de cassure qui fait que ça génère des anomalies récurrentes. Donc à ce moment-là, des équipes de chercheurs ont séquencé les points de cassure de ces anomalies récurrentes et ont trouvé à ce moment-là ces duplications segmentaires qui étaient. Donc, et c'est à partir de cela qu'on a découvert donc, ces séquences particulières dans le génome. Donc effectivement, vous avez raison. Le caryotype, dénaturation, renaturation, l'ultracentrifugation chlorure de césium, également l'hybridation in situ, parce que l'hybridation in situ a permis justement de voir par exemple que les séquences ALU allaient dans les bandes R, les séquences line allaient dans les bandes G sombres et dans les bandes R sombres, que les éléments riches en GC allaient plutôt dans les bandes R, etc. Donc l'hybridation in situ a été importante comme technique également. Le séquençage, et puis la CGH array, on verra plus tard pourquoi la CGH array. Donc vous retenez ça. Alors, quels sont les mécanismes qui ont conduit à l'apparition des chromosomes humains? Il faut que je vois ce que j'ai marqué après, parce que quand même je... Oui, d'accord, je vois là, je vois. Alors, quels sont les mécanismes? En fait, l'apparition est un mauvais mot, on va dire à la constitution progressive, qui à partir d'un chromosome de bactérien, qui a donné les chromosomes humains ou les autres chromosomes. Donc, l'expansion, etc. Alors, je vous écoute. Comment un génome est passé d'une cellule à très peu de gènes à beaucoup de gènes? Pardon? C'est-à-dire? Donc ça, ok, ça correspond à quoi ça? Oui, mais à quelle période là de l'évolution? Des invertébrés aux vertébrés. Et là, comment on a fait pour voir ça? C'est qu'en comparant les génomes, on a pu en les comparant voir qu'il y avait eu une double amplification totale du génome. Ok, ça c'est relativement tardivement. Avant c'était quoi? Pardon? Oui, 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 oui. Effectivement, l'envahissement par des séquences non codantes. Très bien. Ensuite, il y a un mécanisme important que vous n'avez pas encore cité. Pardon? La fusion? Dans quoi, par exemple? Tu penses à quoi? On t'entend pas, là, on t'entend pas. Alors? Ouais, là, vous êtes carrément à la fin, là. Enfin, tout près de nous. Mais avant, je suis d'accord, mais je veux entendre autre chose. Ça, c'est anomalie de nombre. Et puis, c'est pas l'aneuploïdie, oui, c'est survenu, mais bon, très bien. Il y a un mécanisme extrêmement important. Les duplications segmentaires. Enfin, pas celle-là, hein. Les duplications. Pourquoi les duplications? Quel est l'intérêt d'une duplication? Oui, c'est un gain de fonction, tu as raison. Mais ce que je souhaite que vous reteniez, pardon, gardez une fonction déjà. Parce que si vous perdez la fonction, eh bien, vous régressez en fait. Donc vous gardez une fonction. Et la duplication permet de garder une fonction, mais d'en acquérir d'autres. C'est ça l'intérêt d'une duplication. Et donc c'est un mécanisme. Alors comment on a fait pour observer et déduire ce mécanisme? Parce qu'on n'a pas inventé ça, hein? Quelles sont les observations qui ont permis de déduire qu'il y avait eu des duplications? Mécanisme extrêmement important qui avait joué beaucoup dans l'évolution. Eh bien, mais avant ça, il y a quelque chose. Oui, ça c'est ce qu'on a fait avec la séquence. Oui, oui, avec la séquence, on a vu ça. Mais ce qu'on a vu très rapidement, c'est qu'il y avait des isoenzymes. Il y avait des familles de gènes.
il y avait beaucoup de familles de gènes, beaucoup d'isoenzymes, beaucoup de locus, c'est ça. Donc, en voyant ces isoenzymes en particulier, c'est que ce qui dit isoenzyme, alors que les gènes codants pour ces isoenzymes n'étaient pas sur le même chromosome obligatoirement, on en a déduit donc qu'il y a eu des duplications et que ceci a permis aussi d'apporter la diversité aux différents organismes. D'accord? Donc, ce mécanisme est important, très très important. Autre chose qui a permis l'augmentation du génome, c'est l'envahissement par les séquences ALU et LINE. J'ai dit il y a à peu près 120 millions d'années, le génome de certains mammifères a été envahi des LINE. Nous dérivons de ces mammifères dont le génome a été envahi. LINE et ALU. Les ALU, c'est à peu près 60 millions d'années. Les duplications segmentaires, ça, on trouve ça essentiellement chez les primates. Et la différence entre nous et les autres primates, c'est que on trouve chez les autres primates on va dire des duplicons rassemblés, mais qui ne se sont pas dupliqués. Chez nous, ça s'est dupliqué. Et ces duplications ont amené également des variations de nombre de copies de gènes. Et ce qui nous distingue beaucoup en termes donc de... Parce que lorsque vous avez plusieurs copies de gènes, votre niveau d'expression augmente et des différences importantes existent entre le chimpanzé et nous à ce niveau-là. Donc voilà. Alors la physiologie, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ah oui, la mitose. Là, absolument indispensable. Vous me rappelez les différentes étapes de la mitose en me disant qu'est-ce qui est leur caractéristique. Alors, c'est quoi la prophase? Erreur sur une chose. Pardon? Non. Les noyaux ne se vésiculisent pas. C'est la membrane nucléaire qui se vésiculise, pas les noyaux. Hein. Si vous me dites que les noyaux se vésiculisent, je vous dis, vous pensez à quoi? La membrane nucléaire se vésiculise. Parce qu'en fait, les lamines qui sont des molécules particulières au niveau de la face interne sont phosphorylées par le couple cycline B, CDK1. Bon. Il y a condensation des chromosomes, c'est vrai. Ok, ça c'est la prophase. Ensuite, prométaphase, donc conséquence, et donc conséquence. Très important, absolument. Le kinétochore se met en place dès la prophase. Bien. Ensuite, quelle est l'autre phase? C'est quoi l'autre phase après la prométaphase? Alors la métaphase, c'est toute la période jusqu'à l'alignement des chromosomes. Et le but de la métaphase, c'est que justement, ceux qui sont déjà bien positionnés, eh bien, ils ne se séparent pas. Et ensuite, après la métaphase, vous avez 3 phases. C'est quoi? Anaphase, télophase et cytodiérèse. Alors, voilà l'image que vous connaissez, interphase, prophase, prométaphase, métaphase, anaphase, télophase et après cytodiérèse. Bien. Alors, les points de contrôle, très bien, pour contrôler l'entrée, la fin de la duplication et la métaphase, justement, le spindle checkpoint. Bien. Qui peut me décrire le spindle checkpoint? C'est moi qui bosse, là, ça va pas. Hein. Alors? Bon, comme on ne va pas y rester tout le temps, d'accord? Et surtout que j'ai envie de vous interroger après sur des cas cliniques. Le spindle checkpoint.